Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Marie Bonaparte est l'arrière-petite-nièce de Napoléon. Héritière de la fortune de sa mère, quasiment séquestrée dans son enfance par sa grand-mère, mal aimée de son père, puis mariée à un prince de Grèce homosexuel, elle est l'illustration parfaite de la petite fille riche malheureuse. Mais Marie Bonaparte voulait dévorer la vie et satisfaire son insatiable curiosité. Elle se lance dans les années 1920 dans une étude pionnière sur la jouissance féminine et devient le chantre de la psychanalyse en France, au point d'être surnommée Freud a dit. C'est son récit passionnant et plein de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Marie Bonaparte, pionnière de la sexologie et de la psychanalyse. Épisode 1. De la curiosité contre la solitude. Nous sommes à Vienne à la fin de l'automne 1925. Marie Bonaparte, âgée de 43 ans, est allongée sur le divan du célèbre psychanalyste Sigmund Freud. Il écoute silencieusement sa patiente lui parler de ses bêtises, les carnets sur lesquels elle écrivait des histoires quand elle était enfant. Elle les rédigeait en anglais ou en allemand pour que sa grand-mère ne puisse pas les lire. L'une des histoires s'intitule « Le crayon-bouche ». Le thérapeute affirme que Marie a vu dans son enfance des actes sexuels qu'elle n'a pas bien compris. Ceux-ci ont ensuite inspiré cette étrange histoire. Marie s'en défend. C'est impossible. Sa mère est morte quand elle avait à peine 1 mois. Elle n'a pas pu surprendre ses parents au lit. Mais Freud est catégorique. Et il ne s'agissait probablement pas de ses parents. Marie Bonaparte rentre à Paris en décembre 1925. L'hypothèse de Freud continue à tourner dans sa tête. Elle prend son courage à 2 mains et va trouver Pascal le piqueur, un ancien écuyer de son père. C'est un vieux monsieur qui approche les 80 ans. Marie lui demande sans détour si elle a pu, dans un âge tendre, être le témoin de jeux d'adultes. Pascal joue les offensés. Mais Marie insiste. Alors, Pascal fait des révélations. Ce qu'il raconte à Marie la convainc de la puissance de la psychanalyse et du génie de Freud. Marie Bonaparte naît dans une belle maison de Saint-Cloud le 2 juillet 1882. Sa mère, Marie-Félix Blanc, est l'une des héritières des fondateurs des casinos de Monaco. C'est une femme gracile aux longs cheveux sombres pour qui l'accouchement a été une épreuve. À cette époque, 3 à 5% des femmes meurent en couche ou des suites de couches. Elle décède d'une embolie pulmonaire 1 mois tout juste après la naissance de sa fille. La petite Marie est donc confiée aux bons soins de nounou placée sous la houlette de Nina, sa grand-mère paternelle, et de son père, Roland Bonaparte. Nina est ce que Marie appellera plus tard une femme phallique selon les termes psychanalytiques. C'est une femme dure qui a connu l'ascension sociale grâce à son mariage. Elle régente sans compassion son univers qui se limite aux murs de son manoir. Roland, le père de Marie, descend en droite ligne de Lucien Bonaparte, l'un des frères les plus brillants de Napoléon. Il est diplômé de Saint-Cyr, conformément aux souhaits de sa mère, mais il a abandonné la carrière militaire grâce à l'héritage de sa femme. Alors qu'elle était enceinte, il l'a poussée à faire un testament en sa faveur. Par amour, bien sûr, on ne sait jamais. Il est donc devenu le légataire de la fortune de la famille Blanc en devenant veuf. Dès lors, il s'est consacré à ses 2 passions, la botanique et l'anthropologie. Roland fait partie de ces hommes riches de la fin du XIXe siècle qui font des sciences par passion. Il vit entouré de livres et quitte le cocon familial pour faire des expéditions de temps en temps. La maison de Saint-Cloud est donc un petit univers clos et étouffant où Nina et son fils règnent en reine-mère et en prince consort. Marie est considérée comme une enfant fragile qu'il faut couver. Elle est malade des poumons comme sa mère. Elle est un peu tuberculeuse. La petite Marie est donc convaincue dès l'enfance qu'elle va mourir jeune. Elle est scolarisée à la maison et ne voit pas grand monde en dehors des domestiques. Rose Boulet, une paysanne de la Nièvre, s'est occupée d'elle jusqu'à ses 3 ans. Seule Mimo, sa gouvernante corse, lui donne par la suite un peu d'affection. Prisonnière de sa solitude,
Marie s'évade grâce à l'écriture. Dès l'âge de 7 ans, elle noircit des cahiers qu'elle appelle ses bêtises. Elle y écrit tout un tas d'histoires romancées ou bien ses états d'âme. Elle réfléchit déjà au concept de plaisir. Le plaisir, c'est courir dans le jardin, jouer à la balle. Pour elle, cette notion passe par le corps en mouvement. En revanche, lire ne lui procure aucun plaisir. Lire, elle n'aime pas ça, contrairement à son père. Elle écrit aussi qu'elle rêve de devenir un garçon. Comme beaucoup de fillettes de son époque, elle sent que les possibilités ne sont pas les mêmes pour les garçons et pour les filles. On l'habille comme ses poupées, avec de jolies robes et des chapeaux, elle doit jouer à la dinette, être polie et bien élevée, alors qu'elle veut courir le monde et satisfaire sa curiosité. Curiosité d'autant plus attisée qu'elle est presque séquestrée dans la maison familiale. Du moins, c'est ce qui se raconte chez les autres membres de la famille Bonaparte, qui voient assez peu Roland et sa fille. Dans ce climat étouffant, Marie devient mélancolique. Roland lui propose de lire les récits fantastiques d'Edgar Allan Poe pour se distraire. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Marie est terrorisée par ces histoires évoquant des mortes amoureuses et des fantômes de jeunes femmes qui font écho à l'histoire de sa propre mère décédée trop jeune. Cette atmosphère morbide influence les rêveries de Marie. Elle songe à devenir médecin pour disséquer des cadavres et se passionne pour les meurtriers. D'ailleurs, elle voit son grand-oncle Napoléon comme un très grand meurtrier et son propre père comme un petit meurtrier. Le personnel de maison raconte que monsieur aurait assassiné madame pour capter son héritage. Cette rumeur est confortée par Antoine Léandri, le premier amour de Marie. Marie a 16 ans quand son père embauche un secrétaire corse. Antoine Léandri est un homme plein d'assurance. Même s'il est marié, il tourne autour de la jeune Marie et la bouleverse en lui contant fleurette. Sous le charme, Marie lui écrit des lettres d'amour enflammées. Et puis, cette idylle prend une tournure inattendue. Dès qu'il est en possession de ces lettres, Léandri fait chanter Marie. Elle doit lui donner de l'argent pour qu'il ne les rende pas publiques. En cette fin de 19e siècle, l'honneur est une chose importante. Une jeune fille est déshonorée si ses sentiments et ses désirs sont jetés en pâture aux curieux. Marie cède. Pendant 4 ans, elle verse près de 200 000 francs à Léandri. Cet odieux chantage cesse quand Roland découvre le poteau rose et se débarrasse de son secrétaire. Marie est humiliée au fond d'elle, mais en surface, l'honneur est sauf. Son père, qu'elle admire tant, ce père si peu capable de lui donner de l'affection, l'a finalement protégée. Bon, il a surtout protégé son patrimoine en réalité. C'est grâce à la fortune de la mère de Marie que Roland a pu emménager dans un grand hôtel particulier situé rue d'Iéna à Paris. Cette demeure est l'actuelle Shangri-La, l'un des plus beaux hôtels de luxe de la capitale. Marie a 20 ans, mais elle est toujours coupée du monde. Son père s'oppose à ses études de médecine. Une femme de la haute société ne travaille pas. Elle doit se marier. Roland lui cherche donc un mari riche et bien né. L'ambassadeur de Grèce à Paris lui explique que le roi des Hellènes a plusieurs fils. C'est une bonne piste. En 1906, Roland Bonaparte organise un dîner officiel avec le roi de Grèce. Marie a 24 ans, elle porte une robe sublime. À table, elle est assise à la droite du souverain qui apprécie son esprit vif. C'est décidé, Marie deviendra sa belle-fille. Quelques mois plus tard, elle rencontre le fils cadet du roi. Le prince Georges de Grèce est grand, blond, il a les yeux bleus et le front dégarni. Le mariage civil a lieu le 21 novembre 1907 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Son mariage fait d'elle la princesse de Grèce. Le soir, elle attend son mari pour sa nuit de noces, mais Georges tarde à la rejoindre. Il passe du temps tête-à-tête avec son oncle préféré, Valdemar de Danemark, dont il est très proche. Quand Georges se décide à retrouver sa femme, il lui fait part de son dégoût pour son devoir conjugal, mais il faut bien en passer par là pour avoir des enfants. Marie est déçue. Elle est aussi naïve.
Elle mettra du temps à comprendre que son époux est homosexuel et que son grand amour est son oncle avec qui elle va devoir faire un ménage à 3. Cette union n'apporte pas à Marie la liberté qu'elle espérait. Elle est riche, elle peut voyager à sa guise, mais son corps de femme ne trouve pas de satisfaction. Dans un de ses carnets, elle tient le compte des hommes qu'elle a aimés. Très vite, elle y inscrit le nom d'un de ses beaux-frères qui, lui, aime les femmes. Puisque Georges ne peut pas la satisfaire, Marie se met à collectionner les amants. Marie prend son rôle de mondaine au sérieux. Elle lance une série de petits dîners où elle invite des intellectuels pour parler de divers sujets. C'est comme ça qu'elle se rapproche de Gustave Le Bon, un vulgarisateur de sciences touche-à-tout assez génial, connu pour son ouvrage sur la psychologie des foules. Il devient pour elle un père de substitution et un mentor sur le plan intellectuel. C'est aussi dans ces dîners que Marie rencontre Aristide Briand, un avocat et un homme politique dont elle tombe amoureuse. Malgré ses nombreux amants, Marie considère que sa vie sexuelle n'est pas épanouie parce qu'elle n'atteint pas l'orgasme par pénétration vaginale. Or, en ce début de XXe siècle, c'est considéré comme de la frigidité. Cette frustration va être le point de départ de ses réflexions sur le plaisir féminin. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie s'éloigne progressivement d'Aristide Briand et commence une liaison avec le docteur Jean Troisier, qui est aussi le mari d'une de ses amies. Nous sommes en 1923. Marie a 41 ans et elle souffre toujours de ce qu'elle pense être un problème de frigidité. Pour l'aider à mûrir ses réflexions sur le plaisir féminin, Gustave Le Bon lui fait découvrir les livres de Sigmund Freud et la présente à l'un des rares psychanalystes français de l'époque, René Laforgue. Ces lectures et ces rencontres poussent Marie à mener ses propres études sur les causes de la frigidité. Mais ce n'est pas simple à mettre en place. Elle est une femme dans un domaine où seuls les hommes issus du milieu médical s'expriment et elle n'a aucun diplôme. Une discussion avec sa cousine Annie de Villeneuve lui donne une idée. Annie prétend avoir une vie sexuelle très épanouie. Marie a donc l'idée de mesurer la distance entre son clitoris et son méa urinaire. Chez Annie, cette distance est de 2 cm. Chez Marie, de 3 cm. Marie pense que la position du clitoris pourrait influencer le plaisir des femmes. Pour en être certaine et donner une valeur scientifique à son raisonnement, elle doit mesurer beaucoup plus de femmes. Mais mettre en place une étude pionnière en sexologie n'est pas une mince affaire quand on est une princesse de Grèce. Nous sommes à Paris en 1923. Marie a demandé à Marthe Francillon-Lobre l'autorisation de mesurer la distance entre le clitoris et le méa urinaire de ses patientes pour ses recherches en sexologie. Elle est convaincue que la distance entre ces 2 organes a un impact sur l'orgasme. Marthe Francillon-Lobre est l'une des premières femmes médecins internes des hôpitaux de Paris. Elle a une consultation de gynécologie à l'hôpital Saint-Antoine. Elle a accepté la demande de son amie princesse par solidarité féminine et curiosité intellectuelle. Marie commence par mesurer les patientes de Marthe à l'aide d'un compas gradué qu'elle a fait fabriquer pour l'occasion. Elle leur pose ensuite une série de questions sur l'âge de leurs premières règles, du premier rapport, de l'accès au plaisir. La démarche de Marie est très méthodique. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une patiente se plaigne à la direction et que Marie soit jetée à la porte de l'hôpital. C'est donc Marthe qui termine la partie pratique de l'étude de Marie et lui transmet les données. Grâce aux mesures de 200 femmes, Marie aboutit à la conclusion que si le clitoris est placé à 2,5 cm au-dessus du méa urinaire, il est trop haut pour être stimulé par le pénis au moment du coït vaginal. La femme ne peut donc pas ressentir l'orgasme par la pénétration. Même si son mentor Gustave Le Bon était déjà sur cette piste, les découvertes de Marie sont impressionnantes en termes de sexologie. Déjà, la sexologie est un domaine masculin. Aucune femme ne l'étudie dans les années 1920. Ensuite, peu d'hommes s'intéressent aux raisons anatomiques de la frigidité et Marie établit un lien entre l'anatomie et l'anorgasmie. Enfin, elle comprend que le clitoris est l'organe clé du plaisir féminin. Même si ses conclusions sont médicalement discutables aujourd'hui, elle a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel.
Marie publie ses découvertes dans une revue médicale en 1924 sous le titre « Considérations sur les causes anatomiques de la frigidité de la femme ». Pour être prise au sérieux, elle signe son texte d'un faux nom, A.E. Narjani. Il n'a pas été choisi par hasard. Nar signifie homme en sanskrit et Jani, femme. Pour les deux initiales, A est la deuxième lettre du prénom de Marie et E la deuxième lettre de celle de Jean Troisier, son amant. Le nom de plume médical de Marie est donc un clin d'œil amoureux à son amant qui a soutenu ses recherches. L'article est plutôt bien reçu dans le monde médical. Mais cette année 1924 n'est pas que celle de ses succès. Elle perd aussi son père des suites d'un cancer et elle commence à voir la chirurgie esthétique balbutiante comme le remède à ses malheurs. Elle se fait opérer des seins, sans doute pour corriger un problème de ptose, l'affaissement inévitable de la poitrine avec l'âge. Elle corrige aussi 2 petites cicatrices sur son visage. Désormais, elle veut rencontrer le grand Sigmund Freud et faire une cure avec lui. Elle se fait introduire par lettre par l'intermédiaire de son ami psychanalyste René Laforgue. En 1925, Freud a 69 ans. Il a déjà été opéré plusieurs fois de son cancer de la mâchoire. Il parle avec difficulté et ne veut pas de nouveaux patients et encore moins une princesse frivole qui se pique de psychanalyse. Mais Marie insiste tant et si bien que Freud finit par la recevoir. Malgré le désaccord de son mari et de son amant, la princesse de Grèce quitte Paris pour s'installer dans un grand hôtel de Vienne en septembre 1925 afin de commencer sa psychanalyse auprès du maître. Les rendez-vous ont lieu tous les matins à 11h dans le cabinet de Freud où trône un portrait du docteur Charcot, le maître français de Freud. Je vous ai déjà parlé de lui dans un récit que vous pouvez écouter ou réécouter au cœur de l'histoire. Allongée sur le divan au pied duquel se trouvent les chiens de Freud, Marie évoque son enfance et ce qu'elle prend toujours pour un problème de frigidité. Elle a pris avec elle ses bêtises, ses carnets où elle écrivait des histoires quand elle était enfant. L'attention de Freud se fixe sur le titre d'un de ses contes, Le Crayon-Bouche. Il l'affirme, Marie a été témoin dans son enfance de jeux d'adultes. Marie repousse cette idée, c'est impossible. Elle n'a pas pu être témoin des étreintes de ses parents, sa mère est morte quand elle avait 1 mois. Elle laisse cette idée de côté et poursuit sa thérapie. Un lien d'amitié sincère se tisse entre Marie et Freud. Elle prend désormais des notes en séance comme une élève et l'après-midi, elle prend le thé chez Freud où elle est reçue comme une amie de la famille. Elle devient très vite proche d'Anna, la fille du maître, aussi douce, pétillante et intelligente que son père. De retour à Paris en décembre 1925, Marie retrouve Pascal le Piqueur, l'ancien écuyer de son père. Il se disait qu'il était son demi-frère illégitime et que Roland lui avait donné un travail par charité. La scène de retrouvailles est étonnante. Marie, princesse de Grèce de 43 ans, demande le plus sérieusement du monde à un vieillard de 80 ans si elle a été témoin dans son enfance de jeux d'adultes. Pascal est très choqué, il nie. Mais Marie insiste tant que le vieillard passe aux aveux. Il fricotait avec la nounou quand Marie avait 2 ou 3 ans. Et effectivement, elle a pu voir des rapports bucco-génitaux entre les 2 adultes qui la croyaient endormie dans son berceau. Pascal est penaud. Mais Marie triomphe. Elle est désormais convaincue de la puissance de la psychanalyse et du génie de Freud. Elle se veut désormais apôtre et elle prêchera la bonne parole. Quelques mois plus tard, en mars 1926, Marie Bonaparte réunit autour d'elle 7 médecins et une femme profane avec qui elle crée la Société psychanalytique de Paris, un groupe de réflexion fondé en novembre 1926. À cette date, Freud est déjà très connu dans le monde, mais ses concepts ont du mal à percer en France où la psychiatrie est bien installée. Marie va mettre une bonne partie de sa fortune personnelle dans la diffusion des idées de Freud. Pour ce faire, elle finance la Revue française de psychanalyse dont le premier numéro paraît en juillet 1927. Elle y publie notamment ses propres recherches sous son véritable nom.
Marie Bonaparte existe maintenant pour elle-même, comme femme de lettres et comme intellectuelle reconnue à travers toute l'Europe. Elle traduit aussi en français les œuvres de Freud qui passent aujourd'hui encore pour l'une des meilleures traductions. Marie rencontre le chirurgien autrichien et gynécologue Joseph Alban. Avec lui, elle met au point une chirurgie visant à rapprocher le clitoris du méa urinaire pour augmenter le plaisir lors des rapports sexuels. Elle subit elle-même cette opération à 3 reprises pour des résultats mitigés. Aujourd'hui, plus personne ne pratique ce type d'opération, mais encore une fois, il y a de l'audace dans la volonté de Marie de tout faire pour mieux jouir. Marie s'intéresse à d'autres sujets qui la passionnaient déjà quand elle était petite. Les assassins. En 1927, elle publie un article dans la Revue française de psychanalyse sur le cas de Madame Lefebvre, une femme au rapport trouble avec ses fils qui, folle de jalousie, a assassiné à bout portant sa belle-fille enceinte de 5 mois sous les yeux de son propre fils. Pour elle, il s'agit d'un cas de psychose meurtrière. Marie explore les psychés malades dans les pas de ses maîtres. Elle poursuit ses propres cures à Vienne par intermittence et commence à pratiquer la psychanalyse comme thérapeute. Marie Bonaparte est une psychanalyste étonnante. Elle reçoit ses patients dans sa vieille demeure de Saint-Cloud. C'est un chauffeur qui va les chercher à domicile. Quand il fait beau, les séances ont lieu dans le jardin. Marie écoute les flots de paroles de ses clients confortablement installés sur une chaise longue où elle fait du crochet. Parfois, elle part même en vacances avec quelques patients. Freud lui sert de superviseur pour les cas les plus complexes. En 1931, elle donne une conférence à la Sorbonne devant 500 personnes à l'occasion des 75 ans de son maître. Elle est officiellement reconnue comme la femme qui a permis l'implantation des théories de Freud en France. Elle est aussi la gardienne de l'orthodoxie et on commence à la surnommer Freud a dit parce qu'elle commence toutes ses phrases ainsi. 1933 est une année très dense. Marie publie une énorme étude de 900 pages sur l'œuvre d'Edgar Allan Poe, celle qui la terrorisait dans son enfance. C'est son chef-d'œuvre. Elle y démontre que l'auteur exploite la figure de sa mère morte prématurément dans ses personnages de femmes fantomatiques. Mais cette année-là est aussi celle où Hitler arrive au pouvoir. La princesse comprend vite que la montée du nazisme menace Freud. Mais le maître refuse de quitter son pays. Ses certitudes vacillent quand sa fille Anna est interrogée par la Gestapo après l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938. Marie s'installe alors dans une antenne de l'ambassade de Grèce à Vienne et fait le nécessaire pour que Freud et sa famille puissent déménager en Angleterre. Elle paye elle-même les taxes exigées par les Allemands, somme que Freud lui remboursera dans les mois suivants avant de mourir à Londres en septembre 1939. Elle échoue en revanche à faire évacuer les sœurs de Freud qui seront déportées dans les camps de la mort quelque temps plus tard. Marie a sauvé le maître de la psychanalyse. À son tour, elle fuit l'Europe pour l'Afrique du Sud où elle s'installe avec son mari et ses enfants jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, Marie cesse toute activité à la Société parisienne de psychanalyse, contrairement à son vieil ami René Laforgue, psychanalyste français de la première heure, qui fait acte de collaboration en tentant d'arianiser la discipline, c'est-à-dire qu'il essaye d'enlever les éléments considérés comme juifs dans cette discipline. De retour en France, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Marie trouve le paysage psychanalytique français changé. La nouvelle garde dont fait partie Jacques Lacan ne montre du respect à Marie que parce qu'elle est une vieille dame à qui la psychanalyse française doit beaucoup. Mais celle qu'on appelle Freudadie empêche désormais la discipline de son maître de se renouveler. Influencée par la vision freudienne de la sexualité féminine, elle est revenue sur les travaux de son alter ego Narjani pour dire que l'orgasme féminin adulte devait être vaginal et non clitoridien. Marie est si loyale aux théories de Freud qu'elle se dédie de ses propres découvertes. Elle interdit aussi à tous les jeunes psychanalystes d'élaborer de nouveaux courants de pensée. En réponse aux exigences de la gardienne du temple, Lacan crée en 1953 la Société française de psychanalyse.
C'est une véritable rupture avec le courant psychanalytique porté par Marie, puisqu'on parle désormais de psychanalyse lacanienne par opposition à la psychanalyse freudienne. Si leurs buts sont les mêmes, soulager les douleurs psychiques, les lacaniens s'appuient beaucoup plus sur le langage et les symboliques associées aux mots. Marie, quant à elle, est désormais plus connue à l'international qu'en France. Lorsque Marie Bonaparte meurt à 80 ans d'une leucémie foudroyante en 1962, ses travaux sur la sexualité féminine ont déjà été rejetés par les psychanalystes. Ceux-ci considèrent qu'elle s'est fourvoyée en voulant donner des réponses anatomiques aux problèmes de désir féminin et que toutes ses recherches sont influencées par son enfance malheureuse. La sexologie moderne française des années 1970, largement coupée des courants psychanalytiques, démontreront, sans le savoir, que Marie Bonaparte n'avait pas tort sur tous les plans. C'est la fin de ce récit consacré à Marie Bonaparte, réalisé en partenariat avec Madame Figaro. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Bertil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au Cœur de l'Histoire. À bientôt!